Nicholas Lindsay, un jeune de 17 ans originaire de Saint-Pétersbourg, en Floride, comparaît devant le tribunal de circuit de Pasco. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et sera condamné à perpétuité. Mon dernier message pour lui était « Reste en sécurité papa, je t'aime aussi ». Sa réponse immédiate a été « Je t'aime, chérie, je t'aime aussi ». Cela s'est produit 1 heure avant que Lindsay ne lui tire dessus. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Amanda Crawford, fille du policier de Saint-Pétersbourg David Crawford. Le 21 février 2011, le policier David Crawford a perdu la vie après une rencontre tragique avec Nicholas Lindsay. Ce jour-là, Crawford a répondu à un appel d'urgence signalant un possible vol près de Tropicana Field. Le plaignant avait vu un homme tenant une brique dans son jardin puis sauter par-dessus la clôture. Lorsque l'agent Crawford est arrivé sur les lieux, il a vu le jeune suspect, qui a ensuite été identifié comme étant Nicholas Lindsay. Peut-être parce que Crawford a vu que le suspect n'était qu'un adolescent, il a commis l'erreur de le sous-estimer. La situation était sous contrôle, selon la police. Nicholas Lindsay a tiré sur le policier David Crawford alors qu'il avait un bloc-notes à la main. Chacun des tirs de Lindsay a touché exactement là où il visait, sur le corps de l'agent Crawford. Malgré cela, l'agent Crawford a réussi à tirer 6 fois avec son Glock, mais aucune des balles n'a touché Lindsay, qui a fini par fuir les lieux. Un autre officier a trouvé le vétéran de 25 ans blessé au sol et a rapidement appelé de l'aide médicale. David Crawford a été déclaré mort au Bayfront Medical Center. La mort de Crawford a rapidement attiré l'attention des médias, déclenchant une opération massive pour retrouver son assassin. Plus de 200 policiers de différentes agences se sont joints aux recherches à Tampa Bay. La chasse à l'homme a pris fin dans la soirée du 22 février 2011, lorsque la police a reçu plusieurs informations de la communauté. Cette information a conduit à une perquisition dans un appartement où Nicholas Lindsay vivait avec sa mère, Denine. Elle a déclaré à WFTS, affiliée à ABC, qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange à l'arrivée de la police, mais qu'elle avait décidé de les laisser entrer après avoir découvert la raison de la visite. La police voulait s'assurer que le fils de Suor savait clairement quoi faire ensuite. Elle lui a donc immédiatement dit de coopérer à l'enquête. Dans une interview avec WFTS, Sweat a expliqué « J'ai dit à mon fils d'être courageux et de dire la vérité sur ce qui s'est passé, et c'est exactement ce qu'il a fait. » Sweat était aux côtés de son fils lorsqu'il a avoué avoir tué le policier David Crawford. Selon le chef de la police Chuck Harmon, Lindsay n'a caché aucun détail alors qu'elle pleurait et avouait le crime. Malgré les nombreux appels de ses parents, la situation était pénible et difficile, et Harmon a admis ressentir une immense tristesse face à cette affaire. Pour continuer à suivre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne Crime & Judge. Cliquez simplement sur le bouton d'inscription. On continue. Il a mentionné que lorsqu'il a fait son aveu plus tard dans la journée, il était clair qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait. Lindsay a avoué qu'elle avait tiré sur Crawford dans le ventre avec une arme à feu qu'il avait achetée pour $140 dans la rue une semaine avant l'incident. Le jeune de 16 ans a également déclaré à la police qu'il ne se souvenait pas du nombre de fois où il avait tiré sur Crawford. Cependant, la police a révélé plus tard que Lindsay avait tiré au moins 4 fois sur le policier, qui était au dépourvu. Après l'attaque, le tueur a pris la fuite. Après la scène du crime, il a jeté l'arme dans un ruisseau. Le meurtre a attiré l'attention des médias car Crawford était le 3e policier à mourir à Saint-Pétersbourg en moins d'1 mois. Cela n'a surpris personne que le palais de justice du comté de Pénis soit rempli de journalistes le lendemain lorsque Nicholas Lindsay a été officiellement accusé du meurtre de David Crawford. Bien que Lindsay ait déjà comparu devant un tribunal pour des problèmes d'absentéisme juvénile, un procès pour meurtre était quelque chose de complètement nouveau pour lui. Dans la salle d'audience, Lindsay a surpris tout le monde en montrant peu d'émotion. Pourtant, le père de Nicholas Lindsay, Nicole Lindsay sœur, n'a pas pu retenir ses larmes en s'excusant auprès de la famille et des amis de l'officier décédé. Visiblement secoué, il a déclaré « Au nom de mon fils, je ne devrais pas être ici. » Dans la salle d'audience, le partenaire du policier, Crawford Stu Crisco, a expliqué qu'il avait eu beaucoup de mal à pardonner à Nicholas Lindsay. Il a commenté « Selon ma foi, je devrais te pardonner, mais je ne sais pas si je pourrai un jour le faire. » Stu Crisco a ajouté « J'espère que vous vivrez pour vous racheter. » Imaginez un homme âgé, réfléchissant à ses choix tout en passant ses journées enfermées.
Il pense à tout ce qu'il a perdu et aux décisions qu'il a prises cette nuit-là. En mars 2012, Nicholas Lindsay, alors âgé de 17 ans, a été reconnu coupable du meurtre de David Crawford et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de sortir de prison. Bien que Lindsay ait été jugé à l'âge adulte, son âge lui a permis d'éviter la peine de mort. 2 ans plus tard, même après un appel, la peine à perpétuité a été confirmée par le tribunal. Le meurtrier reconnu coupable a laissé tout le monde stupéfait alors qu'il souriait en entendant la décision du juge. Sa réaction a été un choc pour beaucoup, notamment pour Amanda Crawford, la fille de David Crawford. Après le procès, Amanda a parlé aux journalistes et a souligné le comportement étrange de Lindsay devant le tribunal. Elle a déclaré « C'était surprenant de voir son manque de repentir. Maintenant que justice est rendue, j'ai l'impression qu'il a vraiment révélé qui il est, un vrai monstre. » Lindsay a été reconnu coupable de vol qualifié, de complot en vue de commettre un vol à main armée et de possession criminelle d'armes à feu, entre autres accusations. Parlons d'une affaire choquante qui a beaucoup retenu l'attention. Danta Wright, 18 ans, fait face à 7 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré. Ce crime est très grave et peut entraîner la prison à vie ou une longue peine. Ce qui rend cette affaire encore plus impressionnante est la réaction de Wright lors du procès dans le comté de Washtenaw, à Ann Arbor, dans le Michigan. Lorsqu'il était au tribunal, il semblait presque indifférent et même souriant, ce qui a choqué de nombreuses personnes présentes dans la salle. L'affaire concerne le meurtre brutal de Jordan C., un étudiant de 18 ans à la Pioneer High School. Jordan était connu pour être un excellent joueur de football et un senior à l'école. Le contraste entre la gravité des crimes et l'attitude de Wright est véritablement troublant. Dès son plus jeune âge, il rêvait de fréquenter l'université du Michigan et de rejoindre l'équipe de football de l'école. Malheureusement, ce rêve ne s'est jamais réalisé, car Clay n'a jamais obtenu son diplôme d'études secondaires. Le 4 octobre 2016, Clay a été retrouvé mort par un préposé à l'entretien dans un complexe d'appartements à Pine Lake Village, à Ann Arbor. Il a été blessé par balle à la tête et son corps gisait sur un chemin à l'extérieur du bâtiment. La nouvelle est extrêmement triste et tout le monde est secoué par cette grande perte. Les enseignants et la communauté sont en deuil et la police a été immédiatement appelée pour enquêter sur l'affaire. Après que le décès ait été considéré comme un homicide, une enquête approfondie a été ouverte. Sur la base de quelques informations, 3 suspects ont été arrêtés, Jordan Clay, Danta Wright, Delano Grassi et Jarius Ellison. Tous étaient adolescents au moment du crime et selon les informations, appartenaient à un gang de rue. Quelques mois plus tard, la révélation de Jordan C. Wright a choqué tout le monde. En juin 2017, lors d'une audience au tribunal, il a avoué avec désinvolture qu'il avait tué Clay avec l'aide de ses amis. Wright a expliqué que les 3 étaient ensemble au moment du crime. Danta Wright a essayé de voler Clay, et les choses ont mal tourné. Il a fini par tirer sur la victime à l'arrière de la tête. Avec ce vol, qu'avez-vous fait avec l'arme? Monsieur Jordan, pouvez-vous me dire où Danta Wright a tiré? La question est de savoir s'il a tué la victime avec ce coup de feu. Un mois plus tard, Danta Wright a comparu devant le tribunal du comté de Wausau, dans le Michigan, pour rencontrer la famille de la victime. Ceux qui s'attendaient à un déroulement fluide ont été surpris. Le juge a failli rejeter l'accord sur la peine parce que Danta Wright se comportait mal devant le tribunal. Alors qu'un membre de la famille lisait une déclaration sur l'impact sur la mère en deuil de la victime, on pouvait voir Danta Wright sourire et même rire de la douleur de la famille. Son attitude était si irrespectueuse qu'elle a laissé en larmes la plupart des personnes présentes dans la salle d'audience, notamment à la fin de la déclaration de Karen C., qui parlait de perte et de douleur. « Bébé, je suis complètement dévasté. L'espoir d'avoir des petits-enfants s'était envolé et j'ai perdu le plaisir des fêtes, des anniversaires et même des choses du quotidien. La situation est devenue encore pire lorsque Dantry, au lieu de s'excuser auprès de la famille de la victime, a provoqué encore plus de colère chez le juge. Le tueur adolescent a décidé de s'exprimer sur sa propre famille, comme si de rien n'était. Il a simplement mentionné qu'il serait bientôt de retour à la maison, ce qui a rendu le juge David Schwartz encore plus en colère. Le juge était fatigué de cette attitude irrespectueuse et a demandé au procureur si l'accord de détermination de la peine était trop léger. Il a commenté « Vous voir assis là, souriant et riant, comme si de rien n'était grave, me donne envie de dire que je n'accepte pas cet accord. Nous allons au procès, et si vous êtes reconnu coupable d'homicide volontaire,
tu passeras le reste de ta vie en prison, ce qui signifie que tu y mourras. Le tribunal a ensuite pris une brève pause pour que l'accusation décide s'il fallait porter l'affaire devant un tribunal, comme l'a suggéré le juge. La famille de Jordan C. a demandé que l'affaire ne soit pas jugée, affirmant que cela ne ferait que leur apporter encore plus de souffrance et de traumatisme. L'avocat de Dana Wright a présenté ses excuses au tribunal au nom de son client, expliquant que le comportement de Wright était lié aux problèmes émotionnels auxquels il avait été confronté. Le juge David Schwartz a ensuite condamné Dana Wright à 23 à 50 ans de prison pour le meurtre de Jordan C. Nous espérons que malgré la dureté de la prison, Dana a pu conserver une certaine forme de dignité tout au long du processus. En parlant de situations difficiles, Jennifer est un exemple fascinant de la façon dont la vie peut nous surprendre. Elle aurait pu devenir une star de télé-réalité ou une influenceuse numérique, telle était l'attention qu'elle a attirée lors de sa première apparition en 2007. À seulement 15 ans à l'époque, Jennifer a acquis une renommée nationale grâce à un rare cas de hoquet incontrôlable. Elle souffrait de douleurs intenses à la poitrine, au ventre, à la gorge et au dos. La recherche par Jennifer d'une solution à son hoquet lui a valu le surnom de « la fille qui a le hoquet », et pendant cette période, elle a été interviewée dans de nombreux programmes télévisés à travers le pays. Après avoir souffert de symptômes étranges pendant plus d'1 mois, son hoquet s'est finalement arrêté lorsque le docteur Bob Lind l'a soigné. Même si les médias se sont désintéressés de son traitement, les problèmes de Jennifer Mee ont continué à attirer l'attention, mais pour des raisons négatives. En juin 2007, alors qu'elle s'enfuyait de chez elle, la nouvelle a été rapportée dans les journaux. En 2010, la police de Saint-Pétersbourg a lancé une alerte de personnes disparues à son sujet. La situation de Jennifer n'a fait qu'empirer à partir de là. Les ennuis de Jennifer ont commencé lorsqu'elle a commencé à sortir avec Lamont Newton en 2010, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Avec un troisième complice, Lren Rayford, ils ont formé un gang de vol à main armée ciblant des victimes sans méfiance trouvées sur les réseaux sociaux. En octobre 2010, Jennifer a rencontré en ligne un homme de 22 ans nommé Shannon Griffin et l'a attiré dans une maison vide. Quelques jours plus tard, lorsque Griffin est arrivé à la maison, il a été emmené à l'arrière, où Newton et Rayford lui ont tendu une embuscade. Griffin a reçu plusieurs balles avec un pistolet de calibre .38. Ses amis ont fui avec moins de $150 de son argent et l'ont laissé mourir des suites de ses blessures par balle. Quelques heures seulement après la découverte du corps de Griffin, les 3 suspects ont été arrêtés. La capture a été relativement facile, car les 3 hommes vivaient ensemble lorsque la police les a retrouvés. Tous ont été accusés de meurtre au premier degré. La police a cependant pu prouver que Jennifer Maître-Meux n'avait pas tiré en novembre 2010. Jennifer Maître-Meux s'est rendue à une audience du tribunal du comté de Pelly pour tenter de convaincre le juge de la libérer sous caution. Même si elle n'a pas dit grand-chose pendant l'audience, le microphone a capté ses sanglots alors qu'elle se tenait à côté de l'avocat John Travino, qui a demandé au juge de la libérer parce qu'elle ne représentait pas une menace de fuite. Le cousin de Griffin, Doug Baldan, a également pris la parole à l'audience. Il se souvenait à quel point Griffin était excité à propos du rendez-vous qu'il avait prévu. Doug a commenté que Griffin était excité, souriant jusqu'aux oreilles, attendant avec impatience l'occasion. Nous avons récemment eu une journée très tendue au tribunal. À la demande de Doug Balin, Jennifer Mee s'est vue refuser la libération sous caution par le juge et a été placée en détention préventive, près de 3 ans après la mort de Griffin. La juge du comté de Pelly, Nancy Moll, a déclaré Jennifer coupable de meurtre au premier degré. Le jury l'a également déclarée coupable et pour cela, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, Jennifer Mee n'a pas pu retenir ses larmes et a pris sa tête dans ses mains, visiblement secouée. Son visage montrait la dure réalité que sa vie s'était effondrée. Alors qu'on la conduisait hors de la salle d'audience, elle a continué à pleurer. Dans un autre quartier de la ville, Mackenzie Cherry est devenu un cauchemar pour Dominique Russo et son ami D.A.V. Flanigan. Poussé par la fureur d'une femme méprisée, Mackenzie a utilisé sa voiture Toyota Camry pour attaquer et tuer les 2 hommes. En raison de cette action brutale, Mackenzie a gagné le surnom de « l'enfer sur roue ». Cheryl et Dominique Russo formaient un couple qui semblait très heureux sur les réseaux sociaux, partageant des photos et des vidéos montrant leur relation parfaite. Leurs partisans pensaient que tout allait bien entre eux, mais en réalité, les choses étaient très différentes. Derrière les messages optimistes, leur relation se détériorait,
pleine de disputes et de disputes constantes. La situation s'est tellement détériorée que les menaces sont devenues monnaie courante. Finalement, Dominique a réalisé qu'il était temps de mettre fin à la relation. Pour toute personne sensée, ce serait le choix évident. Cependant, Cheryl n'a pas accepté la fin et a cru que la seule façon de s'échapper était la mort. Vers 5h30 le 31 juillet 2022, Cheryl, âgée de seulement 17 ans, a conduit sa Toyota Camry à plus de 100 000 par heure et s'est écrasée contre un grand bâtiment en briques à l'intersection de Progress et Hallam Drive à Strongsville. Il y avait également 2 autres personnes dans la voiture, dont Dominique Russo. Dans un tragique accident, Davan Flanigan, 17 ans, et un ami de 18 ans ont été déclarés morts sur les lieux. Miraculeusement, Shirya a survécu mais a été hospitalisée. Bien que Shirya ait clamé son innocence, affirmant qu'elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé avant l'accident, ses actions après la collision ont suscité des inquiétudes. Même alors qu'elle était encore à l'hôpital, Shirya a commencé à chercher un emploi de mannequin à Los Angeles. Après avoir été libérée, elle s'est rendue à un concert de musique dans son fauteuil roulant, puis a filmé une vidéo d'Halloween pour TikTok où elle a été vue danser avec des amis dans un costume qui ressemblait à un cadavre. Ces agissements ont été remis en cause par le parquet lors du procès pour double homicide. De plus, les procureurs ont souligné la relation difficile de Shirya avec Russo, en utilisant cela comme preuve supplémentaire contre elle. Ils ont expliqué comment Shirya était devenue menaçante envers son petit ami dans les semaines qui ont précédé l'accident. 2 semaines avant l'accident, des témoins ont déclaré que l'accusé avait menacé d'écraser la voiture alors qu'il conduisait avec Russo, après une dispute entre eux. Russo a vu l'accusé frapper Dominique Russo à 2 mains et l'a entendu dire qu'elle allait écraser la voiture. À peine 2 semaines plus tard, elle a utilisé la voiture pour écraser et tuer Dominique Russo. Les séquences vidéo ont été cruciales pour aider à résoudre l'affaire. La juge du tribunal de comté Nancy Margaret Russo a rendu le verdict de la condamnation de Mackenzie Shirya le 14 août 2023. Elle a souligné que la vidéo de l'accident était une preuve qui ne pouvait jamais être ignorée. Le juge a qualifié le matériel audiovisuel d'effrayant et de tragique, affirmant qu'en analysant les images, il est possible de voir clairement la mort imminente des personnes impliquées. Alors que la juge faisait sa déclaration présententielle, Mackenzie Shirya a pleuré de manière incontrôlable et l'atmosphère était tendue. Avant de rendre son verdict, le juge a expliqué comment Sheila s'était rendue sur le lieu de l'accident, un itinéraire peu fréquenté, quelques jours avant l'incident. Le juge a souligné que cette visite était une action planifiée. Sheila savait que ce qu'il faisait pouvait causer des dommages, tant aux passagers du véhicule qu'aux piétons. Le juge Russo, qui n'a aucun lien de parenté avec Dominique Russo, a terminé le procès en affirmant qu'il ne faisait aucun doute que Cheryl avait l'intention de tuer son petit ami. Selon lui, Cheryl avait un plan et l'exécutait avec précision. Sa mission était la mort et ses actions étaient méthodiques, délibérées et intentionnelles. La juge Nancy Margaret Russo a déclaré Mackenzie Cheryl coupable du meurtre de Dominique Russo et Davan Flanigan. Elle l'a ensuite condamné à 2 peines concurrentes de 15 ans de prison, en plus de la réclusion à perpétuité. Alors que Cheryl était menottée et emmenée par les policiers, elle s'est mise à pleurer de manière incontrôlable. Mackenzie Cheryl a ensuite été escortée hors de la salle d'audience pour commencer son arrestation. Eden Fushi, 14 ans, a été vu devant le tribunal du comté de St. John's, en Floride. Malgré son apparence innocente de garçon, il a provoqué un énorme choc dans la communauté en poignardant mortellement son camarade de classe, Tristan Bailey, à 114 reprises. Tristan et Eden ont fréquenté la Patriot Oak Academy, également dans le comté de St. John's. Tristan était plus impliqué dans les activités scolaires et faisait partie de l'équipe de cheerleading. Elle était l'une des 5 filles de Stacy et Forrest Bailey et vivait avec sa famille à Durban Crossing, très proche de l'endroit où vivait Eden. Le jour du crime, Eden a convaincu Tristan, 13 ans, de quitter la maison et de se rendre chez un ami. Les caméras de sécurité ont montré ce qui semble être Eden et Tristan marchant sur Saddlestone Drive, une rue près de l'endroit où le corps de Tristan a été retrouvé au bout d'un étang. À un moment donné, Eden a réussi. Bailey a été attirée dans un endroit isolé où elle a subi une attaque brutale. Elle a été poignardée 114 fois et l'autopsie a révélé qu'au moins 49 de ses coups de couteau étaient des blessures défensives. Le 9 mai 2021, Bailey a été portée disparue par sa famille, après avoir disparu de chez elle alors qu'il recherchait une autre personne disparue, Eden.
Eden avait posté sur Snapchat une photo avec un signe de paix, devant une voiture de police, à côté de son meilleur ami. Dans le message, elle a écrit « Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un a vu Tristan récemment ?» Cependant, l'enquête n'a pas reçu la réponse attendue. Un commentaire a particulièrement retenu l'attention. « Tu étais avec elle, Eden, tu sais ce qui lui est arrivé ?» Plus tard ce dimanche-là, le corps de Tristan a été retrouvé dans un lac près de chez lui. Immédiatement, la police a ouvert une enquête pour meurtre qui a mené directement à Eden Fucci. Il a été arrêté en tant que principal suspect le 10 mai 2021. Initialement, Eden a affirmé qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre, mais sa version des événements a commencé à changer au fil du temps. Au cours de l'interrogatoire, Eden a affirmé que lui et Tristy s'étaient disputés et qu'il l'avait poussée au sol, où elle s'était accidentellement cogné la tête. Cependant, il ne savait pas que les enquêteurs disposaient déjà de nombreuses preuves contre lui. En discutant avec des amis et avec la petite amie d'Eden, il est devenu clair qu'il rêvait souvent de tuer des gens. Il a détaillé les plans du meurtre, affirmant qu'il voulait entraîner quelqu'un au hasard dans une forêt et le poignarder. La petite amie d'Eden a également déclaré aux enquêteurs qu'il portait toujours un couteau et parlait beaucoup de tuer des gens, y compris elle. Elle a révélé qu'il aimait s'approcher d'elle et faire semblant de lui trancher la gorge. Même si cela était bouleversant, elle n'a jamais pris ces menaces au sérieux. De plus, de nombreuses preuves physiques ont été trouvées liant Eden au meurtre de Bailey. Un couteau dont la pointe manquait a été trouvé près du corps de Bailey, et des fragments de ce couteau ont été trouvés dans le cuir chevelu de la victime. Le couteau a été identifié comme appartenant à Eden. Une vidéo de sécurité a montré Fucci et Bailey près de la scène du meurtre, et des preuves ADN ont également été trouvées. Lors d'une perquisition au domicile d'Eden Fu, les enquêteurs ont découvert une grande quantité de preuves suffisantes pour prouver sa culpabilité. Ils ont trouvé des chaussures et des vêtements mouillés et tachés de sang dans sa chambre, ainsi que du sang et de la saleté dans le drain à côté du lavabo de la salle de bain, ainsi que des jeans tachés de sang dans le panier à linge. Le 6 février 2023, Eden Fu a plaidé coupable du meurtre au premier degré de Tristan Bailey. Bien qu'il n'ait que 16 ans au moment des faits, il a été jugé comme un adulte en raison de la gravité et de la préméditation de l'acte. Lors du procès, il s'est excusé auprès de la famille de Tristan et de sa propre famille. Le 24 mars 2023, au tribunal du comté de St. John's, le jugèrent. Le Smith a souligné l'impact dévastateur du meurtre sur la communauté en lisant le rapport du verdict. Il a déclaré que cette affaire était probablement l'affaire la plus difficile et la plus choquante à laquelle le comté de St. John's s'est été confronté au cours des 20 dernières années. J'ai pratiqué le droit, même si j'ai prêté une attention particulière au rapport de verdict de Smith, il est resté stoïque et n'a montré aucune émotion, préférant hocher la tête à plusieurs reprises. Monsieur Fucci, ayant plaidé coupable du crime de meurtre au premier degré, je le déclare coupable du meurtre prémédité au premier degré de Tristan Bailey. Je l'ai condamné à la prison à vie, même lorsque le juge l'a reconnu coupable du meurtre prémédité au premier degré de Tristan Bailey, il n'y a eu aucune réaction ou émotion visible de sa part, juste un rhume. Un regard glacial et effrayant, capable de donner des cauchemars à n'importe qui, a conduit le juge à prononcer la perpétuité. Cela garantissait qu'il ne causerait plus de problèmes dans le comté de St. John's ou ailleurs. Cependant, comme il était jeune au moment du crime, il sera toujours éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de sa peine. Philippe Chisholm, qui ressemble peut-être à un adolescent ordinaire, était en fait un élève de 9e année au Denver High School dans le Massachusetts. À seulement 14 ans, il a comparu devant la Cour supérieure de Salem, accusé de meurtre au premier degré et de vol à main armée. Sa famille et ses amis ont décrit Ritzer comme une personne brillante et énergique, toujours prête à faire sourire les autres. Sa nature douce a cependant fini par devenir un handicap pour elle. Ritzer, voulant aider un élève ayant des problèmes de mathématiques, a demandé à Chisholm de rester après l'école. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Chisholm avait déjà prévu quelque chose de terrible pour elle. Mais pourquoi un jeune de 14 ans voudrait-il faire du mal à un enseignant? Philippe Chisholm n'a jamais expliqué ses actes, mais un camarade de classe qui a vu une dispute entre Ritzer et Chisholm a offert quelques indices. L'étudiant a rappelé que Chisholm était clairement bouleversé lorsque Ritzer a mentionné son récent déménagement du Tennessee. Chisholm avait déménagé du Tennessee au Massachusetts avec sa mère, qui traversait un divorce compliqué. Bien que Ritzer ait tenté de changer rapidement de sujet, la tension était toujours présente.
Le témoin étudiant a remarqué que Philippe Chisholm semblait bouleversé et l'a vu plus tard se parler tout seul pendant plusieurs heures. Les images des nouvelles caméras de sécurité de l'école ont révélé que l'acte de Chisholm était planifié. Le matin du 22 octobre 2013, des caméras ont montré Chisholm arrivant à l'école avec plusieurs sacs. Il a mis ses sacs dans son placard. À l'intérieur se trouvait un cutter, un masque et des vêtements de rechange des outils qu'il prévoyait d'utiliser pour son acte maléfique. Vers 14h45, Ritzer a été filmé en train de quitter la salle de classe et de se rendre aux toilettes des filles du deuxième étage. Peu de temps après, Chisholm apparaît et regarde dans le couloir en direction de Ritzer avant de retourner dans la salle de classe. Puis, il réapparaît avec une cagoule sur la tête, enfile des gants et entre dans la même salle de bain. Dans la salle de bain, Philippe Chisholm a volé l'iPhone, les cartes de crédit et les sous-vêtements de Colin Ritzer. Il l'a ensuite violée et l'a attaquée avec un cutter, la poignardant 16 fois au cou à 15h07. Les amis, la famille, les collègues et les étudiants d'un jeune professeur de mathématiques de 24 ans ont rempli la salle d'audience, exigeant que Philippe Chisholm soit condamné à la prison à vie dans le cadre des déclarations de la victime. Les proches de Colin Ritzer ont partagé leur douleur et expliqué à quel point leur vie est devenue difficile depuis qu'elle leur a été brutalement enlevée. Le frère de Colin Ritzer était l'un de ceux qui ont pris la parole lors du prononcé de la peine et ont exprimé sans détour le verdict qu'il estimait que Philippe Chisholm méritait. Il a demandé que Chisholm soit enfermé pour le reste de sa vie, afin que cet animal n'ait pas la chance de détruire une autre famille. Ses sentiments ont été renforcés par la mère de Colin Ritzer, qui a décrit le meurtrier de sa fille comme un mal pur, incapable d'être réhabilité. Chisholm est resté impassible alors qu'il écoutait les récits émouvants de la famille et des amis de la victime, qui décrivaient en larmes la douleur que cette perte leur avait causée. Rien dans son comportement ne suggérait de regretter ou de remords pour ce qu'il avait fait. Après avoir entendu les témoignages des victimes, le juge a condamné Philippe Chisholm à au moins 40 ans de prison pour le viol et le meurtre de Colin Ritzer. Lorsque le verdict a été annoncé, la mère de Chisholm, présente au tribunal, a fondu en larmes. Cependant, il n'a montré aucune émotion lorsqu'il a été menotté et emmené dehors. Notre dernière histoire présente l'une des réactions les plus choquantes à une condamnation à perpétuité que vous ayez jamais vue. Au lieu de montrer des remords, Chandel Jackson a fait preuve de mépris et d'arrogance dès le moment où elle a tué une jeune fille de 21 ans. Nathan Potter, étudiant en cinéma à l'université du Wisconsin-Milwaukee, a été reconnu coupable en juillet 2009 par le tribunal de circuit du comté de Milwaukee. Jackson et son complice, Derek J. Thomas, se sont approchés de Potter alors qu'il se dirigeait vers son appartement de River West au 2500 Manson. Ils avaient l'intention de le voler, mais lorsqu'ils ont découvert qu'il n'avait pas d'argent, Chanel Jackson a sorti une arme à feu et a tiré sur Nathan Potter. La poitrine. C'était un meurtre insensé et totalement inutile, mais la soif de sang et la violence de Jackson semblaient hors de contrôle, car il était impliqué dans une autre fusillade le même jour. Le jeune homme, âgé d'Accent Grave Penn 19 ans, a été arrêté peu après avoir tué un étudiant en cinéma. Mais personne n'était préparé au drame qui allait se dérouler plus tard. En février 2010, un jury a déclaré Jackson coupable d'implication dans le meurtre prémédité et la tentative de vol de Nathan Potter. Ce qui a choqué tout le monde dans la salle d'audience, c'est la réaction de Jackson après avoir entendu le verdict. Il s'est tourné vers la famille de la victime et a commencé à leur crier des injures, quelques minutes seulement après cette explosion inattendue. Alors que Jackson était conduit hors de la salle d'audience par des policiers, il se tourna vers la famille Potter et rit. Quelques mois plus tard, lors de sa condamnation, le procureur adjoint du district, Mark Williams, a montré des images de ce moment honteux à la juge du comté de Milwaukee, Rebecca Dallow. Il voulait démontrer l'absence totale de regret de Jackson et convaincre le juge d'exclure toute possibilité de libération conditionnelle. Après la diffusion de la vidéo, le père de Nathan, John Potter, a eu l'occasion de s'exprimer devant le tribunal. Avec de lourds sanglots, il a demandé au juge de mettre Jackson en prison à vie. Il a déclaré « Juge, aucun mot ne peut ramener notre Nathan à la vie, mais votre sentence peut garantir que Chandel n'aura plus jamais la chance, en tant qu'homme libre, de causer autant de mal. Existe-t-il un mal pur? Nous pensons que oui. » En fin de compte, la stratégie de l'accusation a fonctionné et le juge J. Dallow a condamné Chanel Jackson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a provoqué une violente réaction de la part de Jackson.
Il a commencé à crier des obscénités au juge et à la famille de la victime. Finalement, il a dû être immobilisé avec du gaz poivré et physiquement contrôlé par 3 policiers. La situation a généré un bref chaos dans la salle d'audience, et la famille de Jackson a profité du moment pour provoquer la famille Potter, tout en criant des mots de soutien à Jackson. Une femme a été entendue dire à la famille Potter « Je te déteste ». La plupart des personnes présentes lors du prononcé de la peine ont été secouées par la tension du moment. Le père de la victime, John Potter, a été clairement surpris par la façon dont la famille de Jackson, en particulier les Potter, a agi après la condamnation. Il était encore plus confus de voir la haine dirigée contre sa propre famille, répétant à plusieurs reprises qu'il n'avait rien fait pour mériter ce genre de traitement. John a terminé ses paroles en disant qu'il espère que Jackson réfléchira un jour à ses actions et apprendra à valoriser la vie humaine tout en purgeant sa peine à perpétuité. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Si vous aimez suivre des affaires comme celle-ci et souhaitez rester informé des nouvelles sur les crimes et les procès, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Crimes et Procès. De cette façon, vous ne manquerez aucun détail des prochaines vidéos.